c'est votre pote Gaël et aujourd'hui c'est ma première vidéo des favoris du mois. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros je vais parler de toutes les choses que j'ai kiffé le mois dernier. La vidéo sera divisée en deux parties parce que j'avais beaucoup trop de choses à partager avec vous et je voulais pas que ça dure 1000 ans. Mais je les uploaderai en même temps, comme ça vous pourrez vous faire plaisir si vous avez 15 minutes à passer avec moi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on y va? C'est parti. Les films, j'ai été voir 4 films au total, donc 2 films un peu Kleenex, c'est-à-dire c'est du divertissement, ça fait plaisir d'aller les voir, souvent on les oublie aussi vite qu'on les a vus, et 2 films un peu plus sérieux, films d'auteur, un peu intellectuello, élitiste. J'ai été voir Mission Impossible 7000 je crois, qui a la même histoire que tous les autres Missions Impossibles. Il a une mission qui paraît impossible et il réussit, voilà. Le point le plus fort du film c'est Tom Cruise quoi, le mec il a 53 balais je crois, il saute partout, il défonce les méchants, il joue super bien, il est attachant, Tom Cruise quoi, voilà. Après le film en soi c'est un bon film d'action mais franchement il casse pas 3 pattes à un canard quoi. En tout début de mois j'ai été voir Ocean's 8 qui est un espèce de remake, reboot, on utilise la franchise Ocean's. Il est pas mal, après franchement si vous n'avez pas de carte de cinéma et que vous payez votre place de cinéma 10 balles 50, attendez qu'il sorte en DVD. L'héroïne qui est Sandra Bullock qui sort de prison, c'était la sœur de Ocean's, donc de George Clooney dans les autres épisodes, et elle va monter une équipe pour voler des gros bijoux pendant le Met Gala à New York. Il y a toute la partie sur son histoire personnelle, toute la partie où elle va collecter les gens qui vont l'aider à faire partie de son équipe pour aller braquer tous les bijoux, et ensuite on a tout le déroulement, et enfin à la toute fin qu'est-ce qu'on a? Oui, vous croyiez que vous connaissiez toute l'histoire, mais en fait il y avait aussi ça. Un truc que Soderbergh utilise souvent, c'est un peu sa technique, on vous donne certains éléments mais à la toute fin on va vous donner d'autres éléments qui font une espèce de mini twist. Voilà, le problème avec ça c'est que la mécanique on l'a déjà vu faire dans tous les Ocean's 11 et quasiment dans tous les films de Soderbergh, donc on connaît un petit peu. Ça peut être un bon film de date, ça peut être un bon film si vous aimez toutes les actrices parce qu'elles sont quand même ouf, et il y a je joue dedans si vous avez remarqué. Voilà, mais en vrai si vous payez votre place 10 balles 50 comme je vous dis, c'est pas la peine d'y aller. Ensuite j'ai été voir Mon Tissu Préféré qui est un film franco-turc. Alors là on n'est pas dans la marade, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes un petit peu déprimé, c'est pas le film qu'il faut aller voir. Ça se passe à Damas en 2011, donc déjà on a bien planté le décor, on est sur de la guerre, on est sur de la misère, on est sur de la bombe qui tombe, donc joie de vivre. Mais le film est vachement bien, ça suit en fait une jeune héroïne d'une vingtaine d'années, on sait pas exactement quel âge elle a, je dirais qu'elle a 22-23 ans. Et qui vit avec sa mère et ses 2 petites sœurs. Pour un peu survivre, pour espérer un meilleur avenir, sa mère a arrangé un mariage, en tout cas une rencontre avec un homme, sauf que c'est une grosse rebelle et que ça lui convient pas forcément, donc il va finir par se marier avec sa sœur. Et pendant tout le déroulement du film, elle est un peu dans son imaginaire, on a l'impression que c'est des souvenirs d'elle et de son amant. Donc il y a tout ce truc là qui est un petit peu romantico-poétique. Et en face de chez elle, il y a une femme qui vient s'installer et on comprend assez vite parce qu'elle la suit, elle est très curieuse, elle est très intriguée par cette femme. Et en fait, cette femme tient un bordel et elle va se lier d'amitié avec elle. Il est franchement excellent le film, avec quelques longueurs, mais moi j'aime bien ces films un peu, voilà, un peu poétiques, un peu lents comme ça. Mais c'est vraiment un film à voir et à soutenir, je pense. Et enfin, j'ai été voir The Guilty, qui est un film danois. En fait, le héros est un flic. On comprend assez rapidement qu'il est au poste de répondre aux urgences téléphoniques de la police parce qu'il était probablement inspecteur avant et qu'il y a eu un souci, il a été rétrogradé en attendant un procès. On voit un petit peu voilà, la mise en place au début et là, bim, il reçoit un appel d'une nana qui lui dit « Oui, ça va mon amour, t'inquiète pas, machin ». Et puis il comprend au début, il pense qu'elle est peut-être bourrée, qu'elle est peut-être droguée, qu'elle s'est trompée de numéro. Et assez rapidement, il comprend qu'en fait, elle ne peut pas dire qu'elle appelle la police, mais qu'elle est en train de se faire kidnapper. Et à partir de là, s'ensuit une histoire à balle de suspense, c'est un vrai bon polar. Et en plus, ce que j'adore dans ce genre de film, c'est qu'on ne quitte pas le flic. Et il est filmé souvent en très gros plan. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qu'il entend, on l'entend aussi. Et donc tout notre imaginaire prend le pas sur ce qui est montré finalement. Et c'est excellent avec un petit twist final qui est pas mal du tout. The Guilty, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu le mois dernier. Les documentaires.
J'ai regardé Les Routes de l'esclavage, qui est un documentaire en 4 parties qui était diffusé sur Arte, qui est hyper intéressant, très complet, et en même temps il est assez simplifié du fait qu'il y ait 4 épisodes, ils peuvent s'attarder un peu sur chaque période. Et donc qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de l'esclavage, mais plus particulièrement de la traite négrière. Et franchement, j'ai appris plein de trucs alors que je pensais déjà avoir lu, avoir vu pas mal de choses là-dessus. Ça explique aussi comment on a créé les noirs et les blancs. Le fait d'avoir créé le noir permettait de justifier l'esclavage, la traite négrière, etc. Et tout ça à cause du sucre et de la toxicomanie du sucre. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas, si vous le trouvez en streaming, c'est de la bombe. J'ai regardé aussi sur Netflix Minimalism, qui est sur The Minimalist. C'est 2 mecs qui sont minimalistes, hein, voilà, je pense que là on peut pas faire plus simple, plus direct comme titre. Et c'est sur donc leur cheminement, à comment ils en sont arrivés à devenir minimalistes et à prôner ça le plus possible. En gros, pour ceux qui savent pas, le minimalisme, c'est pas le fait de vivre avec rien chez soi, c'est d'avoir peut-être peu d'objets, mais en tout cas des objets qu'on aime et dont on prend soin pour les garder le plus longtemps possible. Et de se débarrasser de tout le reste, et surtout ne plus être dans l'achat compulsif, l'achat pour l'achat et l'obsolescence programmée. Donc c'est hyper intéressant, c'est simple, c'est chacun fait pour soi avec les choses qu'il aime. Donc c'est vraiment très déculpabilisant et très encourageant. Dans la même veine, j'ai vu The True Cost, qui est aussi sur Netflix et qui parle de la fast fashion. Donc la fast fashion, c'est tout ce qu'on connaît maintenant, c'est H&M, c'est Zara, c'est Kiabi, c'est tout ce que vous voulez. En fait, c'est les grandes enseignes qui ont créé des saisons. Avant, il y avait saison froide, saison chaude, on achetait des manteaux quand on en avait besoin, on achetait des t-shirts quand on en avait besoin, et basta. Et maintenant, toutes les semaines, ces enseignes-là nous créent de la nouvelle... des nouveaux vêtements, des nouveaux il faut ça, il faut ça, il faut ça. Toutes les semaines on a envie d'acheter des fringues quoi, pour rien, des fringues qu'on porte pas, des fringues pas chères, parce que sinon on pourrait pas se le permettre, ça nous fait croire qu'on a du pouvoir d'achat. Et les fringues, pour qu'elles coûtent ce prix-là, elles sont faites par des gens au Bangladesh qui touchent l'équivalent de 2 € par jour ou par mois, qui sont dans des conditions catastrophiques, et c'est un vrai problème écologique et humain qui est décrit, dépeint, expliqué dans ce documentaire. Franchement, allez le voir. Parce que quand on achète un t-shirt 2 €, qu'on est tout content, alors qu'en fait, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui crèvent pour ça, ça remet un petit peu en perspective, je dirais. Voilà. Et enfin, le dernier documentaire que j'ai vu sur Arte aussi, mais je passe ma vie sur Arte ou sur Netflix de toute façon, ça s'appelle 360 degrés Géo et c'est sur la médecine ayurvédique en Inde. C'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir dans mes stories que je suis en train de lire un bouquin là-dessus justement. L'Ayurveda, en gros, c'est la médecine traditionnelle indienne qui englobe la bouffe, le sport, notamment le yoga, mais la méditation aussi. C'est comment être bien dans sa tête, dans son corps, pour vivre le plus longtemps possible en harmonie avec soi-même et les gens autour et la nature. Voilà, donc ça mérite d'aller le voir, ça dure 45 minutes et il est toujours disponible. Les livres. Le mois dernier, j'ai lu 3 livres. J'ai commencé par Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est un classique de SF, dystopie, ambiance 1984. Il avait d'ailleurs été adapté par François Truffaut. Et récemment, il y a eu une autre adaptation aussi, je crois, par HBO qui va sortir, ou qui est sortie cette année. L'histoire, en gros, comme c'est une dystopie, c'est une société qui ressemble à la nôtre. Et on suit un pompier qui s'appelle Guy Montag et dont le métier, contrairement à ce que nous on connaît, c'est d'aller cramer des bouquins parce que les livres sont interdits. La société est vraiment concentrée sur le divertissement, la télé, le sport. C'est vraiment une société abrutissante qui ne veut que personne ait du sens critique. Et lui, il est assez heureux dans sa vie jusqu'à ce qu'il croise en bas de chez lui sa voisine qui a 16 ans et qui, elle, est un peu une marginale parce qu'elle apprécie de regarder la pluie tomber, parce qu'elle regarde les fleurs, parce qu'elle aime discuter avec les gens, parce qu'elle pose des questions et qu'elle n'est pas justement avec ses œillères. Et avec cette rencontre, il va se poser tout un tas de questions et il va commencer à mettre en doute la société telle qu'il la connaît. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il se lit très rapidement et il finit sur une touche d'espoir qui est assez... C'est assez étonnant pour une dystopie. En général, c'est vraiment la société c'est de la merde, suicidons-nous. Et ça m'a redonné envie de lire plus de SF, plus de dystopie parce que à chaque fois ça permet quand même de regarder notre société avec un œil nouveau, avec un filtre qui fait que c'est chelou ça, non? Et c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Comment vous expliquer? C'est un livre qui est épais comme as,
mais je vous jure, je vous le signe sur la tête de mon yinche, on ne voit pas passer les pages et on n'a pas envie que ça s'arrête. S'il pouvait faire 500 pages de plus, ce serait un bonheur. L'auteure, elle est nigériane et c'est une figure de l'afroféminisme. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a environ 18, 19, 20 ans et qui part faire la fin de ses études aux États-Unis et finalement elle va y rester 13 ans. L'histoire se passe entre deux époques. Le moment présent où elle a une trentaine d'années et où elle a décidé de repartir au Nigeria, donc elle se pose tout un tas de questions. Est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que si? Est-ce que là? Et au Nigeria, comment elle en est venue à partir aux États-Unis? Et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est un livre génialissime parce qu'il parle de plein de choses. Il y a évidemment une histoire d'amour, il y a le fait de suivre un personnage sur plusieurs années. Et surtout, en fait, quand elle arrive aux États-Unis, au bout d'un moment, elle monte un blog qui s'appelle L'Amérique vue par une noire non américaine et qui va permettre de faire des critiques sur la société américaine, sur le décalage en étant noir, mais en étant noir d'Afrique et pas des États-Unis. Et le fait, encore une fois, un peu comme dans les routes de l'esclavage, cette création comme ça de qu'est-ce que c'est que d'être noir, qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, il y a plein de choses qu'on peut apprendre et qu'on peut mettre en perspective pour notre société, à nous en tant que Français de nos jours. Donc c'est hyper intéressant sur les cheveux naturels, sur ceci, sur cela. J'ai plein d'amis qui ne sont pas spécialement noirs ou métis qui l'ont lu et qui l'ont dévoré aussi, donc je vous le conseille, mais à 1000%. Et enfin, j'en parle même si j'ai pas fini de le lire, mais c'est La vie devant soi de Romain Gary qui est excellent. Il me reste qu'une petite centaine de pages à lire, mais c'est déjà un bijou. En fait, ça raconte l'histoire de Momo, qui est un petit garçon d'une dizaine d'années, qui est élevé par une femme qui est une ancienne prostituée, qui maintenant garde les enfants des autres prostituées, parce qu'elles peuvent pas forcément s'en occuper. Ça se passe dans Belleville des années je ne sais pas combien. Et le gamin, il parle comme un titi parisien, il est très éveillé, il nous raconte plein de trucs, c'est très poétique. Il se passe pas grand chose dans l'histoire, mais il est vraiment attachant. Et Momo, il a cette façon de parler et de dire les choses et de voir le monde qui est très poétique et très très juste. Mais il a une manière de les dire tellement simple que c'est à mourir de rire, quoi. Voilà. Donc vraiment, moi je connaissais pas Romain Gary, j'en avais entendu genre c'est un maître de l'écriture. Et effectivement, à en juger par ce livre-là, en tout cas, c'est un maître, ça c'est sûr.